Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Learning by Doing, le rendez-vous de celles et ceux qui font de l'apprentissage le moteur de leur équipe. Je suis Baptiste Bézé, cofondateur de Team Bakery, une jeune entreprise qui aide les équipes à mieux travailler ensemble. Dans cette émission, je pars à la rencontre de femmes et d'hommes de conviction qui pensent que l'épanouissement au travail passe par la curiosité, le test, l'erreur, l'échange entre pairs. Mon objectif pour les prochaines minutes est de vous embarquer avec moi pour comprendre les enjeux actuels de l'apprentissage au sens large, pour mettre en lumière les recettes qui ont fait leurs preuves, pour décrypter les tactiques et les bonnes pratiques d'acteurs à la pointe sur le sujet. En espérant vous inspirer dans votre démarche d'apprentissage, je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Ulysse, ça va bien ? Salut Baptiste, ça va très bien et toi ? Ça va plutôt bien. Je suis ravi de t'accueillir sur ce format. On sort un peu du sérail habituel de la formation, de l'expertise en RH. Ulysse, toi, tu te définis comme un explorateur. Ouais. J'ai vu que tu avais notamment un défi que tu es en train d'accomplir, ou plusieurs défis. Tu t'es lancé 100 défis et t'amènes ta communauté avec toi. Je suis ravi de t'accueillir parce qu'effectivement, c'est des sujets dont on parle, je pense, pas assez encore. Je vais te laisser te présenter, mais effectivement, dans l'épisode d'aujourd'hui, je pense qu'on va pas mal parler de créateurs d'économie, donc l'économie des créateurs, de comment animer des communautés aussi en ligne. Et puis, effectivement, on va revenir sur ton parcours et comment toi, tu apprends, comment tu apprends à apprendre aussi, comment tu aides les autres à apprendre. Enfin bref, un vaste programme. Est-ce que je peux te demander commencer par compléter la micro-bio que j'ai fait et revenir un petit peu sur ton parcours? Ouais, bah écoute, je m'appelle Ulysse Lubin, j'ai 28 ans et je suis en train de relever, donc effectivement, 100 challenges à travers le monde pour dépasser mes barrières mentales. En chemin, je documente tout ce que j'apprends sur YouTube, sur mon blog et sur les réseaux sociaux, donc LinkedIn, TikTok, Insta, Twitter, etc. Et cela représente 2 ans de ma vie déjà où j'ai relevé 43 challenges dans 16 pays. C'est très varié. Ça peut être d'aller survivre une semaine dans la jungle au Costa Rica, de plonger à 35 mètres en apnée en Turquie, de de marcher 7 jours dans le Sahara avec les Maures, donc c'est un peuple de nomades local, de mémoriser 1000 décimales de pi en 3 jours, enfin plein de trucs comme ça. Voilà, je me suis fait beaucoup de challenges divers et variés. Et voilà, donc il me reste 57 57 à relever. La route est longue, mais elle est kiffante. Et voilà, et donc l'un des sujets notamment, c'était d'apprendre à apprendre, surtout au début, pour pouvoir être à l'aise dans tous ces challenges, d'être à l'aise dans tous ces environnements. Donc je suis ravi de pouvoir parler de ce sujet avec toi, parce que c'est un sujet qui est très important pour moi. J'en ai même fait une conférence. Donc voilà, j'ai hâte Top. d'en On parler. va revenir sur tout ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment t'en arrives à te dire, OK, maintenant ma vie, c'est relever des challenges. C'est quoi un peu la genèse du process? Qu'est-ce que t'as 27 ans, donc t'as dû faire des études, t'as dû travailler un petit peu. Enfin, un petit peu, t'as dû travailler quelques années. Comment t'en es arrivé à ce défi de vie, en fait? Si tu veux, j'étais pas très au clair sur ce que je voulais faire de ma vie. Je me suis toujours posé la question de ce que j'allais faire et j'ai jamais eu de vraie bonne réponse. J'ai juste suivi un modèle un peu préconçu parce que j'étais bon en maths, donc on m'a envoyé, tu vois, au lycée S, en prépa. Puis après, j'ai fait une école d'ingé et puis je suis sorti ingénieur en photonique à 22 ans. Et ok, c'était intéressant de comprendre un peu la physique du monde dans lequel on évolue, mais j'avais aucune envie de travailler en tant qu'ingénieur en photonique. Je trouve ça très ennuyant. C'est intéressant pour la curiosité, mais de là à travailler 8 heures par jour, tu vois, là-dessus, hors de question. Et, euh, et donc, je me suis plutôt tourné vers l'entrepreneuriat. Et à 22 ans, j'ai monté ma première startup qui a duré 2 ans et demi. J'ai entrepris pour plein de mauvaises raisons, pour surtout des questions de statut, d'argent, d'ego, je voulais avoir des employés, je voulais avoir de l'influence, etc., etc. Je voulais être reconnu. Et la boîte n'a pas fonctionné. On n'a jamais trouvé notre modèle économique. Au bout de 2 ans et demi, on l'a fermé, on l'a liquidé. J'ai vécu ça c'était un bon gros échec quand même. Et là, je suis parti dans une longue phase d'introspection qui a duré, on va dire, presque un an, qui a commencé avec un voyage en backpack en Amérique latine en solo. C'est mon premier vrai gros voyage solo, vraiment. Tu vois, je voyageais déjà pas mal, mais pas comme ça. Tu vois, pas juste un aller simple et je sais pas où je vais aller. Et là, beaucoup de questions, essayer de définir mon identité. En fait, je pense que j'avais une crise identitaire, en fait. C'est-à-dire, j'étais le CEO de telle boîte, tu vois. Tous mes potes, eux, étaient ingénieurs. Moi, j'avais jamais bossé en tant qu'ingénieur, donc je me définissais pas en tant que tel. Et à un moment donné, je me suis dit, bah, qui je suis, quoi, tu vois. Je suis plus le CEO de rien du tout, parce que ma boîte, elle est fermée. Je me sens pas être un ingénieur. Je suis quoi? Je suis qui, tu vois.
Euh, et là, j'ai commencé à me poser du coup pas mal de questions, à me faire des petits exos, la conclusion de tout ça. Donc, par exemple, je raconte souvent cette petite histoire où j'étais au Pérou dans un petit bus, dans un collectivo, pour aller au Machu Picchu. Donc, tu as 7 heures de route dans les montagnes sinueuses à traverser des rivières, etc. Et là, tu as le temps pour réfléchir sur toi. Et j'avais écrit 3 notes. J'avais écrit sur une première note tous les métiers qui me feraient kiffer. Donc, il n'y avait pas marqué ingénieur, il y avait marqué astronaute, journaliste, voix off, acteur, tu vois, des trucs comme ça, quoi. Agent secret. Après, j'avais fait une liste avec toutes les bêtises que j'avais fait dans la première boîte, toutes les erreurs à ne plus commettre, ce qui a donné après un article qui s'appelait On s'est bien planté. Et ensuite, j'ai écrit une petite note qui s'appelait Expérience YouTube. Je sais pas pourquoi j'avais mis ça dans le titre. Je pense que j'avais mis ça parce que c'était un peu culturel dans le sens où moi, je consommais beaucoup de YouTube, donc ça me paraissait évident de faire ça sur YouTube, mais tu vois, j'avais pas plus réfléchi le truc. Et dedans, c'était en fait ma première bucket list, quoi. J'avais écrit 67 idées de choses à vivre et à documenter, des petits challenges, tu vois. Et c'était un peu la jeunesse de ce truc. Après, je suis rentré en France, j'avais plus de thunes. Bon, je te passe l'histoire courte. J'ai fait un article qui a buzzé. Et derrière, on m'a proposé 45 jobs en une semaine. Vu que j'avais plus de sous, j'ai fait tous les entretiens. J'ai passé deux semaines au téléphone. J'ai fini par prendre un job à Paris qui avait l'air hyper sexy. Et très vite, je me suis pas senti à ma place. Donc, j'ai passé 9 mois en CDI à Paris avant de partir. Et du coup, dans cette période parisienne aussi, j'ai beaucoup repris mon introspection de manière beaucoup plus structurée. Et la conclusion de tout ça, c'était que je voulais partir explorer de nouvelles idées, de nouvelles disciplines, de nouveaux lieux, partager mes découvertes. Et de fil en aiguille, je me suis dit, OK, bah, vas-y, j'ai retrouvé cette petite note. Je me suis dit, pourquoi pas relever des challenges à travers le monde. Ça faisait longtemps que je voulais voyager à temps plein. Et 10, c'était pas assez, 1000, c'était trop. Donc, je me suis dit, c'est parti pour 100. Et voilà comment j'ai démarré à relever 100 challenges à travers le monde il y a 2 ans. Et maintenant, je continue et je voyage. Du coup, 10 mois de l'année sur 12, je suis à l'étranger et je vagabonde. Voilà. Ok, très clair. Et alors, pour les gens qui nous écoutent dans 10 ans, juste rappeler, il y a 2 ans, c'était quand même le début d'un truc qui s'est appelé le confinement. Tu as Ouais. commencé à cette période-là, tu as commencé avant, comment Avant, ça s'est c'était passé? Juste pas. avant? Ouais. Juste avant, j'ai pris ma décision en fait. Donc, c'est pas le confinement qui a été le déclencheur de ce changement de vie. Moi, je l'avais Mhm. processé déjà un peu avant. C'est déjà 1 an que j'étais en réflexion. Mais j'ai pas eu j'ai peu de chance dans le sens où je voulais partir voyager et hop, premier challenge, confinement quoi. Donc au début, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je peux faire dans ma chambre? C'est pour ça que j'ai mémorisé 1000 décimales de pi. Après, je me suis amusé à résumer 100 livres. Après, je me suis amusé à composer une musique, à dessiner un visage. Enfin, je faisais des trucs comme ça, tu vois, apprendre à jongler à 5 balles parce que j'étais dans mon jardin, quoi. Et dès qu'il y a eu le premier déconfinement, je suis parti. Et, euh, et depuis, je reviens juste l'été, voilà, pour saluer les amis, la famille, quoi. Très clair, très clair. Ok, et alors du coup, moi, il y a deux axes que je voudrais creuser avec toi. C'est un, effectivement, sur le choix des thèmes, sur effectivement, est-ce que il y a des patterns communs dans l'apprentissage? Parce qu'effectivement, j'ai l'impression faut avoir pas mal exploré à mon tour, pour le coup, ta chaîne YouTube. Donc, j'ai pas trop voyagé, mais enfin, j'ai voyagé, mais en restant dans mon fauteuil. Est-ce qu'il y a des patterns communs? Donc, ça, c'est un premier sujet sur lequel je voudrais échanger avec toi. Et après, effectivement, il y a plus un côté organisation que je trouve. Alors, moi aussi, je suis ingénieur. Enfin, je suis ingénieur de formation, on va dire. Il y a un truc que je trouve assez fascinant, c'est comment tu t'organises pour choisir tes thèmes, vivre de ça aussi, parce que j'imagine que il y a une question financière, budgétaire derrière enfin un modèle en tout cas derrière cette partie-là. Alors, je vais peut-être explorer la première partie, dire effectivement là, t'en es à 43. J'imagine qu'on se prépare pas pareil à vivre dans la jungle et à apprendre à faire le Rubik's Cube. Euh, Mhm. Reste que comment tu choisis tes thèmes et est-ce qu'il y a aussi des patterns communs que tu retrouves sur ces différents apprentissages? Ouais, alors là, il y a plein de questions dans ce que tu as dit, mais Ouais, sur j'ouvre le, la porte. là, ouais, la boîte de Pandore, là, on va pouvoir parler de plein de trucs, mais sur les patterns, oui, il y a différentes typologies de challenges. Il y a les challenges qui sont plutôt liés, par exemple, à l'apprentissage brut, tu vois, d'informations et liés à la mémoire. Par exemple, quand j'ai mémorisé 1000 décimales de pi, quand j'ai appris tous les drapeaux, toutes les capitales, ce genre de choses. Donc là, c'était vraiment, tu vois, comment est-ce qu'on apprend à dialoguer avec son cerveau dans une langue qu'il comprend. Moi, j'ai appris à apprendre à ce moment-là, alors que j'étais ingénieur, tu vois, et j'ai fait prépa, enfin, j'ai fait des études, on va dire, académiques pures, mais en fait, j'ai
j'avais jamais compris tous ces principes-là. J'ai découvert tout ça en me challengeant et en me disant, OK, comment je peux mémoriser 1000 décimales de pi en 3 jours? Et à un moment donné, il va falloir que je trouve des méthodes, tu vois, que j'ai pas. Après, il y a les challenges plus physiques, où là, j'ai d'autres frameworks d'apprentissage, on pourra en parler. Et après, il y a les trucs plus lifestyle aussi. Tu vois, l'aspect minimaliste, l'aspect je m'étais fait des trucs sans alcool. Enfin, j'ai fait plein de challenges un peu comme ça. Et là, c'est plus comment est-ce qu'on peut créer des habitudes. Donc, c'est aussi un gros sujet, tu vois. Comment est-ce qu'on passe de l'inspiration à la motivation, à la discipline, à l'habitude et au changement d'identité. Et, donc, ouais, donc il y a différentes typologies. Je sais pas, tu veux qu'on parle de la mémoire, tu veux qu'on parle du physique, tu veux qu'on parle des habitudes, Bah, comme tu vas-y, veux. commençons par le premier, la mémoire. Je trouve ça hyper intéressant, notamment pour être passé par une prépa OSI. C'est quand même un truc qu'on est censé avoir pas mal travaillé dans nos études. Et je suis intrigué par ce que tu dis. En fait j'ai complètement réappris à parler avec mon cerveau, ou en tout cas à créer des frameworks pour mémoriser les choses. Ouais, bah déjà la mémoire, moi je le vois vraiment comme ça, quoi. J'ai l'impression d'avoir parlé en espagnol à mon cerveau toute ma vie, quoi. Et d'un coup d'avoir compris que lui, enfin, que lire bêtement ou rester passif dans son apprentissage, c'est la pire manière d'apprendre. Tu vois, écouter un cours magistral qui se déroule au tableau, ça n'a jamais rien donné de très efficace, quoi. Et je me suis dit, OK, comment faire pour mieux retenir des choses? Et là, j'ai découvert pas mal de sujets, quelques mots-clés. Tu peux avoir la table de rappel PAO, les palais mentaux. Donc, par exemple, pour mémoriser 1000 décimales de pi, la méthode que j'ai utilisée, c'était pas de dire, bah vas-y, je vais me créer une histoire, par exemple, pour mémoriser, enfin, tu vois, pour mémoriser les 1000 décimales, parce que trop long, quoi. Il y a trop. Ça, tu peux le faire pour 100, par exemple, mais 1000, c'est trop. Donc, il faut que tu trouves d'autres moyens. Donc, la première idée, c'était, OK, table de rappel. Table de rappel, c'est quoi? C'est t'associer un nombre à une image. Par exemple, un personnage. Par exemple, je sais pas, le 0,7, bah, tu peux penser au 7 nains, par exemple, tu vas avoir un nain. Ou le 7, ça va te faire penser à James Bond, tu vois. Donc, tu vas penser à James Bond. Peu importe, quelque chose qui a du sens pour toi. Et après, tu peux créer comme ça différentes, tu vois, par exemple, le 1, bah, tu peux penser à aller pole position, Lewis Hamilton, tu vois, ok. Donc, 1-7, ça peut être Lewis Hamilton qui serre la main à James Bond. Peu importe. Ça, c'est la table de rappel hyper basique. Ensuite, tu dis, ok, ouais, mais si je, si je crée que 9 associations sur 1000, ça va faire un paquet de personnages à retenir. Et en plus, toujours les mêmes, quoi. Donc, tu peux la booster un peu. Tu peux dire, ok, je vais le faire plutôt de 0,0 à 99. Ok, donc on peut garder 0,1 Lewis Hamilton, par exemple. On peut dire 0,7, ça peut être James Bond. Et puis, on peut se dire 10, cette fois, ça va être Zidane, par exemple, tu vois, etc. 67, bah, moi, c'est ma mère, parce qu'elle est née en 67, tu vois, donc, etc. Mais ça, encore une fois, bah, c'est cool, parce que du coup, tu divises par 2 le nombre de trucs, donc tu n'as plus que 500 personnages à retenir, mais faut faire quand même une sacrée histoire, c'est-à-dire faut les faire interagir, etc. Ça reste beaucoup. Et c'est là que vient l'idée de la PAO, donc c'est personnage, action, objet. L'idée, c'est que pour chaque chiffre, tu vas associer un personnage qui va faire une action avec un objet. Exemple, D'accord. mon personnage du numéro 10, ça va être Zidane. L'action qu'il va faire, ça va être de jongler. Et l'objet que je vais lui associer, c'est un ballon. 07, on peut imaginer James Bond, tu vois, qui fait le signe comme s'il allait tirer avec ses mains, tu vois. Et l'objet, c'est un pistolet. Lewis Hamilton, on peut imaginer 0-1, tu vois, on peut l'imaginer en train de conduire ou de faire semblant de conduire en tant qu'action, et l'objet, ça peut être une Formule 1. Et ensuite, tu peux créer des blocs de 6 chiffres, où les 2 premiers vont être un personnage, les 2 du milieu vont être une action, et les 2 derniers vont être un objet. Par exemple, le bloc 10, non, on va prendre par exemple le bloc 01, 10, 07. Donc cette séquence de chiffres, tu vas imaginer le personnage de 01, donc Lewis Hamilton, en train de faire l'action de 10, donc de Je jongle. jongler, avec l'objet de 07, donc un pistolet. Donc ton image mentale, c'est Hamilton qui est en train de taper ses meilleurs jongles, là, tu vois, avec un flingue, quoi. Et ça, tu essaies de le retenir. Et dans cette image mentale-là, tu viens de factoriser 6 chiffres, tu vois. Lewis Hamilton qui fait. Et donc après, tu n'as même pas besoin de retenir les chiffres, tu as juste besoin de retenir les images mentales. Et donc quand tu veux mémoriser 1000 décimales de pi, ce que tu fais, c'est que tu divises 1000 par 6, et donc tu obtiens 167 blocs de 6 chiffres, ce qui fait 1002 décimales. Donc on se retrouve avec ces 167 blocs de 6 chiffres, et donc il n'y a plus que 167 personnages qui fait une action avec un objet à retenir. Et tout ça, pour retenir tout ça, là tu peux créer une histoire entre tous ces personnages, et tu peux les placer dans des palais mentaux. Un palais mental, par exemple, c'est un endroit que tu connais très très bien,
que tu as l'habitude de fréquenter. Ça peut être ta maison d'enfance, ça peut être ton resto préféré, ça peut être, je sais pas, le parc dans lequel tu vas marcher tous les jours. Et tu vas placer dans différents endroits de ce palais mental, en suivant un chemin qui est logique pour toi, les différentes images mentales. Et donc moi, typiquement, quand j'avais les yeux bandés, que je restais les décimales de pi, je me baladais chez moi en fait. Et je me baladais, je regardais, ah tiens, dans ce fauteuil, ah bah oui, il y a telle personne en train de faire ça. Donc là, et je déchiffrais en live tous les chiffres. Tac, 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 ça m'a pris 20 minutes. Et voilà. Et donc typiquement, dans les 3 jours, j'ai mis 1 jour et demi à construire des outils mentaux. J'ai pas touché à une seule décimale de pi. Pendant 1 jour et demi, j'ai construit ma table de rappel PAO. Tu as fait Tu ta vois. table. Ok. Exactement. Et après, j'apprenais 100 décimales par heure. Ce qui est complètement. Enfin, je pensais pas être capable de faire ça, si tu veux. Typiquement, dans ma conférence Apprendre à apprendre, à un moment donné, je dis aux gens, d'après vous, ça prend, si vous deviez mémoriser mes décimales de pi, comme ça, là, et les réciter, les yeux fermés, vous mettriez combien de temps? Et une fois, j'ai fait le test, c'est-à-dire j'ai fait là une moyenne de l'audience. Et les réponses allaient genre de, je sais pas, 10 jours à 1 an. Et, ou même, j'y arriverai jamais. Et la moyenne, c'était 136 jours, enfin 132 jours, je sais plus, mais environ ça. 134 jours. Et là, j'ai compris qu'il y avait un énorme décalage entre ce qu'on est vraiment capable de faire, enfin ce que l'on pense et ce que l'on est vraiment capable, quoi. Donc voilà un exemple pour la mémoire. Après, il y a plein d'autres façons de faire. Par exemple, pour les drapeaux ou les capitales, pareil, j'essaie de créer des images mentales, tu vois. Tu dis, OK, ben, par exemple, République centrafricaine, OK, je sais que le drapeau, il a une bande rouge au centre. Et je sais que c'est le seul drapeau qui a une bande au centre. Donc quand je vois une bande au centre, je pense centre, Centrafrique, tu vois. Hyper logique pour moi. Etc., etc., etc. Et après, tu peux rapprocher ça à plein de, par exemple, de souvenirs ou de choses hyper personnelles. Par exemple, qu'est-ce que je peux te prendre comme exemple? Bah, tu as des trucs liés à tes voyages, donc ça va être évident, Ouais, mais c'est ça. je me souviens, moi, par exemple, quand j'étais petit, je regardais League of Legends, tu vois, donc je me souviens d'une finale où c'était les Taipei Assassins qui avaient gagné, tu vois, et du coup, ah, Taipei, ok, c'était le capital, tu vois, etc., etc., etc. Donc en fait, tu vas le relier à des souvenirs ou à des. Enfin, voilà. Plus c'est personnel, plus c'est bizarre, plus c'est excentrique et plus tu vas t'en souvenir. Et, et voilà. Bon, après, ça s'oublie vite. Ouais, j'imagine, mais c'est hyper intéressant d'arriver à modeler son cerveau en partant effectivement d'un défi qui paraît irréaliste, de rapprocher ça avec ces formules-là. Je connaissais pas du tout, effectivement. Je connaissais bien la formule, l'histoire avec la table, les objets posés sur une table, Mhm. qui est un peu le truc. Enfin, j'ai l'impression que c'est un point d'entrée sur ces sujets de mémorisation, mais j'aime bien effectivement. Enfin, merci beaucoup d'avoir partagé effectivement cette technique sur associée à une gamme de chiffres, un personnage, une action, un objet. Ouais, Je trouve ça c'est pas mal. Bah, hyper intéressant. après, c'est bien pour des chiffres, pour retenir des dates. Typiquement, tu fais des études en droit, tu vois, pour retenir les numéros des articles, ou pour retenir n'importe quelle date. Une date, c'est un jour, un mois et une année. Donc c'est 6 chiffres que tu peux factoriser en une image mentale, tu vois. Et donc tu peux créer une image pour chaque date, par exemple. Donc si tu fais Sciences Po, c'est Ok. utile, quoi. Enfin, je sais pas, mais tu vois, il y a plein, plein, plein de trucs. Ouais. Sur le deuxième point, peut-être un peu plus, je sais pas si c'est plus rapide, mais sur la partie défi physique, Ouais, bah il y la a ce partie. côté, alors, Vas-y, vas-y. j'ai l'impression qu'il y a le côté hyper travail de visualisation, travail de répétition, travail effectivement de décomposer le geste, notamment, Ouais. qui revient pas mal, non? Ouais, il y a de ça. Bah déjà, l'aspect de répétition, c'est dans tout apprentissage. Même si tu prends un apprentissage de mémoire, si tu veux, si tu révises pas tes drapeaux, tes capitales, tu vas les oublier. C'est un peu la courbe de l'oubli des bingos. Donc, vous pouvez t'appeler ça courbe Ouais. de l'oubli sur Google et vous verrez. Et en fait, plus on va espacer des répétitions et plus on va mettre longtemps à oublier l'information. Donc, typiquement, aller 8 heures par jour en cours pour apprendre un truc, c'est complètement inefficace. Mieux vaut faire 1 heure chaque jour pendant 8 jours, quoi. Déjà, premier point. Ensuite, avoir une sorte de répétition active. Si tu veux, tu n'apprends pas en étant passif, tu apprends en étant actif. Réviser, t'apprends pas quand tu relis une fiche, par exemple. T'apprends quand tu fermes les yeux et que tu essaies de te rappeler ce qu'il y a sur la fiche, tu vois. C'est pour ça que le concept des flashcards est hyper important. Je sais Ou pas si tu quand tu connais écris ça, la mais fiche. ouais, quand tu écris la fiche, tu es dans une forme d'action, mais après, c'est vraiment. Par exemple, les flashcards, si je prends l'exemple des drapeaux, par exemple. Moi, j'avais des flashcards où j'avais d'un côté le drapeau et de l'autre côté le nom de la capitale et le nom du pays. Et du coup, je pouvais réviser en regardant d'un côté, me dire, OK, c'est quoi le nom du pays, c'est quoi le nom de la capitale, ou de l'autre, me dire, OK, à quoi ressemble ce drapeau-là. Tu vas essayer de faire cette gymnastique et après, tu regardes de l'autre côté. Ça, c'est le meilleur moyen d'apprendre. Avec ça, les flashcards, j'ai même, par exemple, j'ai appris à lire l'alphabet géorgien comme ça, quoi. Ou faire d'autres trucs.
Donc ça, c'est hyper puissant. Sur les prépas physiques, c'est un peu la même chose. Par exemple, je te donne un exemple. Le challenge le plus ambitieux physique que j'ai relevé, c'est d'apprendre à faire le one arm handstand. Donc c'est imagine un arbre droit, donc un poirier, tu vois. Donc pas contre un mur, hein, un poirier où tu es vraiment en équilibre. Et tu lâches une main. Donc tu es que sur une seule main. Et tu essaies de tenir en équilibre le plus longtemps possible. C'est ridicule à quel point c'est difficile ce truc. Pour donner une idée, j'ai mis 4 jours avant de faire un poirier de 10 secondes, quoi. J'ai mis peut-être plusieurs mois pour être capable de le tenir 1 minute et d'avoir une vraie forme et d'être constant. Et j'ai mis 1 an avant d'arriver à me mettre sur une seule main. 5 secondes, pas 1 minute, 5 secondes. Parce qu'en fait, quand tu fais un équilibre, tu as deux, on va dire, 2 points d'appui. ouais, tu as 2 points d'appui, mais tu as surtout 2 degrés de liberté. C'est-à-dire, soit tu tombes devant, soit tu tombes derrière. Tu vois, soit tu envoies trop fort, soit tu envoies pas assez fort. Quand tu n'es plus que sur une main, tu peux tomber devant, derrière, à droite, à gauche, à 360 degrés. Donc la difficulté, elle est exponentielle. Et tu n'as plus que la moitié de la surface pour t'équilibrer, si tu veux. Donc c'est ridicule comment c'est dur, quoi. Y a très peu de gens qui savent faire ça au monde. Tu vois, c'est plutôt les gens qui sont dans le cirque ou dans la calisthénie ou des gens bizarres qui font des défis sur YouTube. Mais et du coup, comment j'ai abordé ce truc-là? Clairement, c'est un truc, tu peux pas te dire le matin, ok, je vais m'entraîner pour le one arm handstand en improvisant, quoi. C'est super dur. Donc déjà, j'ai pris un coach qui m'aidait. Et donc, tu as des coachs en tout, hein. C'est ça qui est assez fabuleux. J'ai des coachs en one arm handstand. C'est hyper niche et ça cartonne. et, et ce qu'on a fait, c'est que moi, je l'ai décomposé dans mon framework d'apprentissage. Donc, un de mes frameworks d'apprentissage, tu sais, par exemple, Tim Ferriss, on avait partagé plusieurs. Il y a le framework café, il y a le framework 10, etc. Donc, tu vois, café, par exemple, c'est compression, fréquence, encodage, tu vois, ce genre de trucs. Et moi, j'ai créé le mien, qui s'appelle CD Modé. Donc, j'ai créé le mien parce que je fonctionne beaucoup un peu avec la philosophie de Bruce Lee qui est le Jeet Kune Do. Là, tu vois, le mantra, c'est absorbe ce qui est utile, rejette ce qui ne l'est pas et ajoute ce qui t'est propre. Et moi, dans d'autres frameworks, il y avait quelque chose qui me manquait. Du coup, je me suis dit, OK, comment je peux créer mon propre truc qui me correspond? Et donc, CD modé, c'est CD majuscule, un petit M de liaison et OD majuscule. Le premier C, c'est pour cibler. Le deuxième, la deuxième lettre, donc le D, c'est pour déconstruire. Ensuite, le petit M de liaison, il n'y a rien d'associé. Le O, c'est pour orchestrer. Et le dernier D, c'est pour documenter. Si je reprends du début, cibler, mon objectif, c'était de faire un one arm handstand de 5 secondes. C'est mon objectif ultime, tu vois. Dans ton ciblage, il y a aussi pourquoi est-ce que tu veux le faire, tu vois. Pourquoi est-ce que tu vas prendre la guitare? Pourquoi est-ce que tu vas prendre l'espagnol? C'est quoi ton but quand tu vas prendre l'espagnol? Est-ce que c'est d'aller faire un date Tinder en espagnol ou est-ce que c'est d'aller faire une conférence en espagnol? Est-ce que c'est d'être capable de te présenter, tu vois? Quel est ton objectif? Ensuite, tu vas le déconstruire, le décomposer. Donc, one arm handstand, moi, je l'ai décomposé en 20 milestones différentes. Donc, 20 sous-objectifs. Par exemple, tenir 1 minute en handstand, c'était l'une de mes milestones. Si je te prends les dernières, le numéro 17, ça devait être de basculer mon corps à droite, à gauche plusieurs fois, tu vois, voilà. Numéro 18, c'est d'être capable de tenir 15 secondes sur une main et la deuxième main sur le bout des doigts, tu vois. Numéro 19, ça va être de tenir 15 secondes sur une main et un seul doigt, tu vois, etc., Et ces etc. milestones, je te coupe 2 secondes parce que c'est hyper intéressant. Ces milestones, c'est toi qui les as définis ou c'est avec ton coach que tu as essayé de décomposer au maximum Avec mon le travail? coach. Ouais. Ok. Lui, il connaissait très très bien le One enfin sa discipline, et il m'a dit voilà toutes les différentes milestones que je te propose pour être capable d'aborder sereinement le One Arm Handstand plutôt que de rusher les étapes et d'avoir une vraie proprioception, de vraiment comprendre ton équilibre. Euh, et, euh, et voilà. Typiquement, il y a un moment où tu commences à apprendre à faire des grands écarts pendant que tu es en handstand et après à bouger tes jambes, à varier les formes, à aller de plus en plus vite. Ça, c'est pour que ta conscience, elle soit plus focalisée sur tes mains, mais sur le haut de ton corps et que tu sois tellement à l'aise en handstand que tu puisses commencer à penser à d'autres choses. Parce que quand tu seras en one arm handstand, t'es pas là à penser à, tu vois, la position de ta main, quoi. T'es là à penser à la position de tout ton corps, tu vois. Donc, ouais, on avait créé toutes ces milestones-là et ensuite, donc, cibler, déconstruire, orchestrer. Pour chaque sous-objectif, pour chaque milestone, je me suis créé un programme d'entraînement, tu vois. Je savais exactement quels étaient mes sets, combien j'allais faire de répétitions, quels étaient les temps de repos. Et quand je me pointais le matin à l'entraînement, je savais exactement qu'est-ce que je devais faire. Tu as une méthode aussi qui s'appelle Grease the Groove, que tu connais peut-être. C'est comment est-ce que tu peux décomposer, comment est-ce que tu peux augmenter la charge d'entraînement sans fatiguer plus ton corps, tu vois. Donc, c'est un peu l'idée Ouais. de l'entraînement espacé, si tu veux. Ça marche. Il y a beaucoup de gens qui physiquement font ça, tu vois, plutôt que d'aller te tuer 3 fois par semaine à la salle pendant 4 heures, enfin, ou pendant 2 heures, et voilà. Tu peux dire, bah, en fait, tous les jours, au lieu de faire 3 heures 3 fois par semaine, tous les jours, je vais faire 2 heures, tu vois. Et sur la fin, tu as un plus gros volume d'entraînement.
Donc ça, c'est orchestré. Donc moi, je savais tout. J'avais des spreadsheets hyper bien organisés, tu vois, où j'avais tous mes programmes et tout. Ça, c'est le côté un peu ingé, tu vois, un peu geek, quoi. Et voilà. Et la dernière, c'est documenter. Ça, c'est quelque chose qui m'est très spécifique. Moi, c'est identitaire de tout documenter. J'écris tout le temps, tous les jours. Je fais des vidéos sur YouTube, j'ai un blog. Enfin, tu vois, je passe ma vie à créer du contenu. Et ça m'aide aussi, le fait de le partager, ça m'aide à apprendre. Et notamment, par exemple, sur les One Arm Handstand, ce que je faisais, c'est que je filmais toutes mes sessions d'entraînement systématiquement. Et ensuite, j'envoyais quelques vidéos à mon coach pour qu'il puisse me faire du feedback. Le fait de me voir en train de faire des handstands, de m'entraîner, je voyais ce qui allait pas et je pouvais le corriger. Euh, ensuite, j'ai fait la vidéo YouTube, j'ai tout filmé, enfin, tu vois, et après, j'ai écrit dessus sur mes méthodes, etc. Et tout ça, ça fait que tu enregistres encore plus l'information. Donc voilà un exemple typique d'entraînement physique que j'ai fait, de challenge. Donc la vidéo est sur YouTube. Euh, comment j'ai utilisé un framework d'apprentissage appliqué à un challenge physique, tu vois. Hyper intéressant. On mettra la vidéo en description de l'épisode. Je trouve que pour l'avoir regardé, effectivement, c'est super bien documenté. Merci de partager ça avec nous. Et du coup, on arrive au troisième, tout ce qui est créer des bonnes habitudes. Ouais, le côté plus lifestyle. Ouais, plus lifestyle. Et alors, lifestyle, c'est super large. Je te laisse la main là-dessus, mais moi, le côté effectivement qui peut peut-être plus m'intéresser, en tout cas que j'aimerais bien creuser, c'est ce côté habitude. Alors, je sais pas Ouais. si on va parler de diététique, de nutrition, ou de effectivement de style de vie. Est-ce qu'il y a des trucs, enfin, à travers un exemple, comme tu l'as super bien fait sur le One Arm Stand, est-ce qu'il y a des choses que tu peux nous partager là-dessus? Ouais, carrément. Moi, sur les habitudes, en fait, j'ai essayé de protocoliser ça un petit peu. Me dire, OK, comment est-ce que tu vas créer une habitude? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Je l'ai fait notamment quand j'ai créé un produit qui s'appelle l'atelier d'introspection. Et je me suis dit, OK, comment est-ce que je peux aider les gens à créer une habitude introspective plutôt que de juste dire, OK, je vais faire 2 exos là et je vais avoir des réponses sur ma vie. Non, ça marche pas comme ça. C'est comment tous les jours, tu es capable de remettre en, tu vois, en perspective tes décisions, tes choix de vie, etc. Et du coup, on va dire, j'ai imaginé une sorte d'escalier du changement. Donc l'idée, c'est quand tu veux générer des changements dans ta vie, donc de manière hyper large, tu vois, on va pas prendre de sujet spécifique, tu vas passer dans cet escalier-là qui est composé de 5 marches. Donc la première, c'est l'inspiration. Prenons un exemple, se mettre au sport, par exemple, pour faire le lien avec la partie d'avant. Tu vas lire un post sur Instagram sur les bienfaits de la course, par exemple, à pied. Cool. Bah, tu te trouvais un peu gros, ok, t'es inspiré. Tu t'es dit, ok, c'est peut-être le moment d'aller courir, quoi. Deuxième étape, la motivation. Motivation, tu vas prendre tes baskets, tu vas partir courir pour de vrai. Tu vas y aller, tu vas le faire une fois. Là, tu es motivé. Troisième étape, la discipline. C'est-à-dire, là, tu vas passer au cap supérieur et tu vas dire, OK, je vais me faire un challenge et pendant un mois, je vais aller courir une fois par semaine, tu vois, ou 2 fois par semaine. C'est mon challenge. Je vais essayer de trouver, par exemple, de la responsabilité vis-à-vis de quelqu'un d'autre. On va se dire, OK, on va le faire ensemble, tu vois. Là, tu es dans une phase de discipline, c'est-à-dire quand tu te lèves le matin, tu n'as pas forcément envie d'y aller, mais tu te forces. Et si, à l'issue de cette phase de discipline, tu es capable d'expérimenter les bienfaits de ce que tu as fait, alors tu vas le transformer en une habitude. C'est pas systématique, tu vois. Il y a des gens qui vont se forcer à se lever à 5 heures du matin pendant un mois et puis qui vont pas kiffer et voilà. Est-ce que ça te correspond ou pas? Ça, c'est une vraie question à te poser. C'est pas parce que quelqu'un ou un livre te dit de le faire que c'est forcément adapté pour toi. Donc, si tu expérimentes les bienfaits à l'issue de la phase de discipline, tu vas créer une habitude. Et une habitude, c'est plus pendant un mois une habitude, c'est je cours 2 fois par semaine. C'est une habitude. Ça fait genre tous les samedis pour moi, je sais que le samedi matin, je vais aller courir, par exemple. Tu vois. Tac, c'est dans ma tête. Ok. Et si tu tiens une habitude sur suffisamment longtemps, ça va changer qui tu es. C'est le fameux changement d'identité. Et ça va commencer à impacter d'autres aspects de ta vie. Par exemple, la nutrition ou ta consommation d'alcool. Tu es devenu un sportif. C'est un changement identitaire, tu vois. Donc tu manges mieux, donc tu te couches plus tôt, donc tu bois moins d'alcool. Par exemple, devenir vegan, c'est un autre changement d'identité. On aurait pu remplacer le sport par la nutrition. On aurait pu tomber sur cet exemple-là. Il y en a plein d'autres. Moi, je le fais par exemple sur l'introspection, je le fais sur l'écriture. L'écriture, au début, je m'étais fixé des challenges. Après, c'est devenu une habitude. Maintenant, c'est dans mon identité. J'écris tout, genre tout. Une liste de n'importe quoi, de tout et n'importe quoi, c'est dans mes notes, tu vois. Voilà. C'est hyper intéressant, ça. Merci beaucoup d'avoir partagé ce framework. Je pense que ça peut être super utile. Et puis alors, en tout cas, moi, ça me fait réfléchir à certains pans de ma personnalité ou de mes pratiques ou des choses qui s'arrêtent en route simplement parce que effectivement, t'arrives pas à passer à la marche d'après, comme tu l'as dit. Donc, merci beaucoup d'avoir partagé. Je pense qu'on est nombreux à se retrouver là-dessus. Mm. Peut-être avant de passer à la partie, alors, je sais pas, organisation, choix des thèmes, et puis surtout comment t'embarques les gens et comment tu arrives
à vivre de tout ça, de toutes ces explorations. Ouais, Un dernier point plutôt sur tes défis autour des voyages. Alors, je pense notamment à survivre dans la jungle ou des choses comme ça. Ça comment ça se met en place? Comment tu arrives à te dire, enfin, comment tu en arrives à te dire ça, c'est juste, effectivement, tu voyages beaucoup, donc tu dis je documente, j'en fais un défi, ou est-ce qu'il y a un truc derrière en disant, bah, j'ai un truc à me prouver, enfin, à me prouver, je sais pas si c'est le ouais. bon terme, mais globalement, à dire, je veux tester, tu parlais de minimalisme, de choses comme ça. Euh, c'est quoi la, j'utilise beaucoup le terme de geste, mais c'est quoi l'histoire derrière ce genre de défis qui sont plutôt bah, très aventure en fait? Ouais, en fait, ça a changé. Euh, Au début, je me présentais en disant: Salut, je m'appelle Ulysse Lubin, je suis en train de relever 100 challenges à travers le monde pour montrer que tout peut s'apprendre. C'était un peu ma quête, tu vois. Alors, attention, j'ai pas dit qu'on peut tout apprendre, mais tout peut s'apprendre, tu vois. Et je voulais montrer ça, c'était un peu mon objectif. Encore une fois, il y avait le confinement, j'étais dans ma chambre, tu vois. Enfin, il y avait pas de, je pouvais pas encore partir voyager, aller à l'aventure. Et j'ai fait ça, on va dire, sur le premier quart des challenges, où je me suis présenté comme ça. J'étais vraiment très centré sur l'apprentissage, tu vois. J'avais créé tout un truc autour de ça. Ma conférence, c'était apprendre à apprendre. Et je me suis dit, OK, c'est cool tout ça, mais à un moment donné, j'ai voulu faire un challenge qui était un peu tournant, qui était le fait d'aller me faire piquer par une fourmi balle de fusil. Donc c'est l'insecte qui a la piqûre la plus douloureuse du monde. C'était au Costa Rica, dans la jungle. Et là, t'es pas vraiment sur une phase d'apprentissage, tu vois. Et là, j'ai compris que mes challenges étaient en train d'évoluer. Alors, je suis pas masochiste, hein, je l'ai fait pour essayer de comprendre les mécanismes liés à la douleur, savoir s'il y avait possibilité de se préparer, de faire de la visualisation, de la préparation mentale, de voir comment je le gérais, sachant qu'il y avait des gens sur YouTube qui finissaient à se rouler par terre ou à finir sous morphine. Est-ce que moi j'étais capable de traiter ça différemment? Et après, j'ai écrit tout un article sur pourquoi ça fait mal, quelle est la science derrière ce truc, pourquoi la ponératoxine te défonce, etc. Euh, donc il y avait une vraie recherche derrière. Et à ce moment-là, c'est la première fois où je me suis présenté en disant bah, Salut, je m'appelle Ulysse, je relève 100 challenges à travers le monde pour dépasser mes barrières mentales. Et en fait, ma quête, elle a évolué à ce moment-là. Et j'ai compris que apprendre à apprendre, c'était qu'une partie de tout ça. Pour moi, les barrières mentales, elles sont liées un peu aux peurs. C'est-à-dire que c'est qu'est-ce qui t'empêche d'y aller, tu vois, qu'est-ce qui t'empêche de te lancer. Pourquoi t'as ce blocage, tu vois. C'est ça, une barrière mentale. Et c'est une barrière que tu t'es fixée toi-même parce qu'elle n'existe pas vraiment, tu vois, elle est mentale. Euh, donc ça, tu peux le relier à différentes peurs. On peut en prendre 4, par exemple, qui sont 4 grandes peurs que j'ai identifiées. Ça va être la peur de manquer d'argent, la peur de manquer de compétences, la peur du jugement des autres, la peur de se planter. Tu as aussi la peur de la mort. Mais les 4 premières peurs sont liées à la peur de la mort. Tu vois, par exemple, tu prends la peur du jugement des autres, et ben, ok, on est des sapiens, donc naturellement, à l'époque, dans notre biologie, on vivait dans des tribus, et casser les couilles à tout le monde dans la tribu signifiait l'exclusion de la tribu. Et en fait, nous, on est nuls pour survivre. Il n'y a que Mike Horn qui est bon. Quoi. Si tu mets un sapiens et un chimpanzé dans la jungle, moi, je parie sur le chimpanzé en termes de survie. Donc, être exclu de la tribu signifiait la mort. Donc, en fait, le peur du jugement des autres est très proche de la peur de la mort. Mais enfin, bref, là, je suis dans la théorie du On truc. n'existe que par les autres, quoi, d'une Non, certaine mais manière. disons que c'est normal de faire attention au jugement des autres. Après, il y a plein d'autres réponses, c'est-à-dire sur comment est-ce qu'on peut traiter ça, on peut en parler si tu veux, sur comment est-ce qu'on peut s'affranchir de ça, parce que justement, il y a eu un changement de paradigme qui fait que maintenant, avec Internet, avec un moyen de transport, on n'est plus confiné dans notre tribu d'origine, on peut choisir sa tribu, et donc on peut choisir les gens qu'on cherche à impressionner, parce que de toute façon, on n'arrivera pas à se soustraire à cette forme de validation sociale, tu vois. Enfin bref, là, je digresse un petit peu. Donc ouais, les différentes peurs. Euh, Si tu prends la peur de manquer de compétences, l'une des manières d'y répondre, c'est d'apprendre à apprendre. Donc, tu vois, ça a été une partie de ma quête. Et c'est pour ça que j'aime bien l'idée d'avoir 4 peurs, parce que c'est un peu, tu vois, 100 challenge, 25, 25, 25. Ça colle pas mal. Et maintenant, j'essaie de me frotter un peu à toutes ces autres peurs que j'ai, tu vois, aussi bah, liées à la même chose. Donc, la peur de manquer d'argent, c'était est-ce que j'étais capable, par exemple, de créer un business autour de ça, tu vois, donc on pourra en parler après sur la monétisation. Et ça, et toutes ces peurs-là, elles sont liées à un manque de confiance en soi. C'est-à-dire, si tu prends la peur de manquer d'argent, c'est le manque de confiance en ta capacité à générer de la valeur et à la capter. Si tu prends le manque de confiance, pardon, la peur de manquer de compétences, c'est le manque de confiance en ta capacité d'apprentissage. Le jugement des autres, c'est le manque de confiance dans l'image que tu renvoies. Tu vois, la peur de se planter, c'est le manque de confiance dans ta capacité de réussir, etc., etc. Donc ouais, ce qui s'est passé, c'est changement, tu vois, de paradigme, me dire ok, en fait, ma quête est plus vaste que ça. C'est de dépasser mes barrières mentales, donc c'est d'aller me frotter à des peurs, donc c'est d'aller dans des environnements dans lesquels je suis pas forcément confortable, et d'élargir ma zone de confort. J'ai pas dit sortir, hein, j'ai dit élargir, parce que pour moi, sortir de sa zone de confort, c'est quelque chose de complètement contre-productif. Ça a aucun intérêt d'aller quelque part où t'es pas censé aller. Ça va juste te dégoûter, tu vas arrêter, tu vas te sentir comme une merde. Alors que
Si tu veux, si tu imagines la zone de confort comme un cercle, tu prends un cercle qui est un tout petit peu plus grand, on va appeler ça la learning zone, tu vois, la zone d'apprentissage. C'est là où il faut que tu sois, tu vois. Systématiquement, il faut que tu ailles à la limite de là où tu es confortable pour pouvoir développer et apprendre de nouvelles choses et du coup élargir ta zone de confort et à chaque fois élargir ta zone d'apprentissage et aller de plus en plus loin. Et moi, après 43 challenges, si tu veux, ma zone de confort, elle commence à être un peu what the fuck, tu vois. Et c'est pour ça que je vais toujours plus loin dans des challenges un peu bizarres, d'aller dans la jungle, d'aller dans le désert, de faire de l'immersion dans l'eau gelée, par exemple. J'ai fait un challenge où je suis resté 10 minutes dans l'eau gelée sans bouger, tu vois, ou des trucs comme ça. C'est pour essayer de repousser tout ça, repousser mes limites et apprendre à me connaître aussi. Il y a une quête sous-jacente qui est qui tu es, tu vois. On en revient à la crise identitaire du début. Mm. Hyper intéressant. Merci beaucoup d'avoir partagé ça. Je dis beaucoup merci, mais je trouve le sujet passionnant. Je propose qu'on déroule sur la partie effectivement, alors à la fois monétisation, mais plutôt construction un petit peu j'allais dire, de ton audience, effectivement qu'est-ce qu'il y a derrière ces défis, parce que si c'était juste faire des défis pour faire des défis, t'as dit à plusieurs reprises que tu documentais tout. J'imagine qu'il y a une partie de ce que tu crées qui te sert à vivre aussi. Est-ce que tu Ouais, peux nous raconter un petit peu comment tu fonctionnes? C'est quoi la mécanique derrière? Et, euh, et puis, si elle a évolué dans le temps, peut-être de quoi t'es parti et aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente dans ouais, ton emploi carrément. du temps ou même dans la manière dont tu t'organises sur ces défis, sur les prochains? Bah, déjà, moi, j'ai une vie qui est très chaotique. C'est-à-dire, j'ai pas vraiment de limitation, enfin, de limite précise entre ma vie pro et ma vie perso. En fait, je suis plus dans une quête de vie aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai pas genre je travaille ou je chill, c'est je vis quoi, tu vois. Je vis mes trucs, je vis mes. Pour moi, aller dans la jungle, ça fait partie de ma vie, tu vois. Ça fait pas partie de mon travail. Et comme je prends beaucoup de plaisir dans ce que je fais, tu vois, le fait d'écrire pour moi, c'est pas une corvée quoi. Le fait de publier non plus, etc. Euh, Après, donc ça fait 2 ans, là, je commence à accumuler ouais, plus de 100 000 abonnés sur les différentes plateformes, donc je commence à avoir une communauté qui me permet de commencer à faire des choses, tu vois. Mais j'ai pas attendu ça pour être capable, enfin, pour gagner de l'argent. Dès le début, je me suis dit, OK, comment est-ce que, malgré une petite communauté, ou comment est-ce que je peux aussi utiliser mon temps d'une certaine manière et mon expertise, par exemple, tu vois, la conférence Apprendre à apprendre, c'était une manière de gagner de l'argent au début. J'avais pas de communauté, mais j'avais une crédibilité par les différents challenges que j'avais relevés. Si je te dis que j'ai mémorisé 1000 décimales de pi en 2 jours et demi, tu vas te dire, bah, peut-être qu'il peut m'apprendre 2, 3 trucs sur comment il a fait, tu vois. Ça, c'était le premier point. J'ai testé tout de suite des modèles économiques type newsletter payante et tout, communauté sur Patreon et tout ça. J'en ai arrêté plusieurs. Au début, j'ai fait du coaching aussi en développement personnel. J'ai aidé les gens à se remettre un peu en question aussi, à orienter leur choix de vie, etc. Puis j'ai arrêté parce que c'était complètement dépendant de mon temps. Et plus j'ai développé ma communauté, et plus je me suis orienté vers un système qui me correspond mieux aujourd'hui et qui est moins corrélé à mon temps et qui me permet de vivre vraiment à 100% mes explorations et d'être, tu vois, beaucoup plus focus dessus. Aujourd'hui, j'ai 5 aspects. On va dire j'ai 5 canaux de monétisation. Le premier, c'est les conférences, on en parlait. Donc j'ai apprendre à apprendre et j'ai dépassé ces barrières mentales, c'est moi qui fais le conf. Ça, je le fais de temps en temps, j'en fais beaucoup moins. Avant, je faisais peut-être mes conférences à 300 euros, tu vois, dans des écoles, parce que j'avais besoin de vivre. Maintenant, c'est plutôt 3000 euros, sinon je viens pas, parce que sinon j'ai assez d'argent et voilà quoi. Donc, je suis pas dans une mécanique de chercher toujours à faire plus d'argent. Je préfère largement maximiser mon temps et si je suis pas en rade, je préfère me faire payer cher pour mon temps, sinon ne pas le faire du tout et profiter, tu vois. Mais voilà. Parce que je suis pas dans mon objectif, ça a jamais été d'avoir genre 1 million d'euros ou 1 million d'abonnés, tu vois. Mon objectif, c'est de relever 100 challenges à travers le monde. Donc, mon temps, il est dédié surtout à ça. Donc, le premier, les conférences. Le deuxième, c'est la pub sur YouTube. Alors, ça dépend. Des fois, l'algo YouTube se réveille et va te faire 1 million de vues et hop, tu vas prendre 1000 euros. Mais généralement, c'est plutôt pas grand chose. Tu vois, peut-être 100 euros par mois, quelque chose comme ça. La pub YouTube rémunère très mal. Ensuite, il y a l'affiliation, c'est-à-dire j'ai une newsletter aussi. Donc, à chaque fois que je finis un challenge, j'écris un article assez Ok. complet. Parfois, j'utilise des produits où tu vois, ou par exemple le coaching en One Arm Stand, j'avais fait un deal avec mon coach, tu vois aussi. Et si les gens derrière s'inscrivent ou utilisent ou achètent, moi je touche une petite commission. Donc ça, je le fais qu'avec des trucs que moi j'ai fait, que j'ai expérimenté. Ça me ramène aussi un peu de revenus à la fin du mois. Quatrième point, c'est les sponsoring. C'est ce qui est le plus développé aujourd'hui. C'est ce qui vraiment me Ok. permet de gagner ma vie depuis le début de la deuxième année.
les 2 premières années, je gagnais pas d'argent avec les sponsoring, je gagnais de l'argent autrement. Ou parfois, j'en dépensais un peu moins avec un petit partenariat, mais tu vois, c'était pas grand-chose. Et là, j'ai vraiment créé un pack média où je vais proposer aux boîtes, tu vois, de sponsoriser l'ensemble d'un challenge. Donc, il va être mentionné sur la vidéo Ok. YouTube, sur la newsletter, sur LinkedIn. Je vais créer un post LinkedIn où je sais que je peux, tu vois, garantir au minimum 20 000 vues, tu vois, avoir 30 000 à la boîte, tu vois, plus, Et c'est quel type de TikTok, etc. Insta. quel type de sponsor t'as sur ce. Alors, Bah, j'ai deux tu types. vas les citer, mais globalement, c'est quoi? C'est des trucs liés à l'aventure? C'est des trucs Ouais, liés au développement personnel? c'est ça. Soit je vais avoir des marques qui vont se positionner sur un contenu, vraiment en mode. L'idée, c'est que ce soit pas trop éloigné du contenu. Soit ça va être une agence de voyage immersif qui va carrément m'envoyer dans Ok. une des expéditions qu'ils ont, tu vois. Par exemple, 7 jours à marcher dans le désert, c'était ça. Donc, je suis parti avec Expecube et derrière, c'était une opération que j'ai fait avec eux. Et, Ok. euh, et voilà. Donc après, eux, ils peuvent réutiliser par exemple ma vidéo sur leur page de vente, etc., pour promouvoir le séjour et tout ça. Donc il y a d'autres modèles qui existent. Là, je te donne un exemple. Cet été, je vais traverser la Manche en paddle. Après, je vais traverser la Belgique en trottinette électrique. Et ensuite, je vais traverser l'Europe en stop. Bah là, là-dessus, je vais essayer de positionner un partenaire à chaque fois. Par exemple, là, je suis très bien engagé avec un constructeur de trottinettes électriques. Je vais pas Ok. donner le nom parce que j'ai pas encore signé, mais voilà, l'idée c'est qu'ils vont me fournir la trotte, etc. On va faire toute une opération de com autour de ça, et moi je vais gagner ma vie grâce à ce genre d'opération, quoi. Donc aujourd'hui, ça c'est beaucoup plus structuré, mais parce que je sais enfin vraiment ce que je fais, ce que je vaux. Tu vois, j'ai mis longtemps avant de vraiment mettre les billes, mais ça m'a pas empêché pendant 2 ans de créer du contenu, de relever des challenges et d'avancer. Tu vois, c'est juste que mon business s'est mis en place progressivement. Et quand j'ai démarré, j'avais, on va dire, un matelas financier de 2 ans, sachant que je dépense très peu d'argent. Tu vois, je suis minimaliste, j'ai très peu de choses, j'ai pas besoin de grand chose pour vivre par mois. Tu vois, avec 1 500 euros, 1500 euros, je me débrouille, tu vois, pour vivre ma vie d'aventure, quoi. C'est-à-dire, je suis tout le temps à l'étranger, en vadrouille, etc. Et ça comprend tout. Sachant que je traverse pas le monde du jour au lendemain, tu vois, je fais des petits sauts de puce en avion, pas plus, quoi. Je reste entre 1 et 2 mois par pays, voilà, je dépense pas beaucoup, je mange local, etc. Et j'ai mis, on va dire, là, 1 an avant de vraiment, ouais, pendant 1 an, je pense que j'ai perdu de l'argent, et début de deuxième année, j'ai commencé à atteindre ce premier objectif financier, et maintenant, j'ai largement dépassé, tu vois. Et question. Alors, je sais pas si t'as fini sur les sources de revenus. On était à quatrième. Ouais, il m'en reste une cinquième. Donc j'ai dit conférence, pub YouTube, affiliation, sponsoring, partenariat. Et le dernier, c'est l'atelier d'introspection. C'est un produit Ok. que j'ai créé en ligne. C'est un petit programme de 40 jours. Alors 40 jours, c'est pas anodin, c'est aussi le temps qu'il faut pour créer une habitude introspective. Et, euh, et sur ces 40 jours-là, donc c'est. Alors, c'est pas genre une formation où tu verras ma gueule en face cam qui va t'expliquer les secrets du bonheur, tu vois. Pas du tout. C'est un peu comme un calendrier de l'Avent où chaque jour tu vas ouvrir un petit exercice, une petite case, tu vois, et dedans tu vas avoir des ressources à explorer, des citations à méditer et des questions à te poser. Et ça vient avec un carnet de l'introspection, c'est un petit livre de 40 pages à télécharger et imprimer, dans lequel tu as toutes les questions qui te sont posées dans l'atelier qui sont reprises et dans lequel tu peux centraliser toutes tes réflexions. Et c'est à toi de bosser en fait. Tu vois, tous les jours, tu vas t'ouvrir ton petit exo et tu vas passer 15 minutes dessus. Et c'est dans un ordre logique qui, l'idée, c'est au début de faire un peu le point sur ta vie, ensuite d'identifier ton lifestyle idéal et enfin de passer à l'action, quoi. Et ça, je le vends en ligne sur mon site et voilà. Donc ça, c'est vraiment un peu, on va dire, on va appeler ça les revenus un peu passifs, produits qui tournent tout Mm. seuls, voilà. Ok. Super clair. Et moi, j'ai une question peut-être sur le démarrage. Parce que Ouais, là, tu disais tu as quasiment 100 000 personnes qui te suivent sur les différents. Je me suis pas trompé, hein, 100 000 personnes ouais, qui te c'est suivent sur les ça, ouais. différents réseaux. Comment la mayonnaise a pris, ou en tout cas, c'était quoi les premiers faits d'armes qui t'ont ramené une première communauté, et est-ce qu'il y a des leviers un peu alors, viraux au-delà de ceux des réseaux sociaux, mais est-ce qu'il y a des trucs que tu as mis en place pour développer cette communauté? Bah, ça, c'est un sujet qui est hyper vaste. De toute façon, en fait, c'est à la fois hyper vaste et à la fois, tu peux juste résumer tous les conseils des gourous en personal branding enfin, en quelques mots qui sont créer du bon contenu régulièrement, quoi, tu vois. Ouais. C'est tout, quoi. Donc moi, typiquement sur YouTube, je suis pas très régulier. Alors j'ai eu la chance d'avoir un buzz, c'est-à-dire une vidéo qui est partie hyper virale 6 mois après l'avoir publiée. C'était la formidable de fusil, justement. Et derrière, ça a D'accord. ricoché sur d'autres vidéos où genre elle avait peut-être Et 10 000 vues, tu, tu vois. Et six tu mois sais après, elle a fait pourquoi? 800 000 vues, tu vois. Ouais, ben
Au début, j'avais peut-être pas une assez grosse communauté pour que YouTube, l'algo de YouTube teste ma miniature sur suffisamment de gens et pour qu'ils disent OK, c'est un bon Ok. contenu. Et à un moment donné, il y a une vidéo qui est sortie, la mienne a été recommandée dans les trucs, le taux de clic était énorme de cette vidéo à la mienne, donc YouTube a commencé à tester des trucs. Ils ont vu que 10 à 15% des gens cliquaient sur ma miniature, que les gens restaient, qui s'abonnaient. Et du coup, il a ouvert les vannes et il a fait, je sais pas, peut-être 8 millions d'impressions avec 10% de taux de clic, ça te fait 800 000 vues, tu vois. Mais hasard, enfin, c'était 6 mois après, quoi. Tu vois, et d'un coup, la machine s'est Mm. emballée, et du coup, d'autres trucs, par exemple, le documentaire de 40 minutes en mode survie dans la jungle a fait 300 000 vues de plus. Enfin, tu vois, ça s'est enchaîné. Mm. Mais étonnamment, c'est pas sur YouTube que je fais le plus de vues, c'est sur LinkedIn. Et par contre, sur LinkedIn, j'ai une vraie routine d'écriture, c'est-à-dire que je publie une fois par jour. Là, je vais même bientôt passer à 2 fois par jour. Ok. Et sur LinkedIn, je vais vraiment taper. Enfin, j'ai fait peut-être plus de 10 millions de vues, tu vois, cette année. Et, euh, et c'est juste une question de régularité. Je l'ai testé avec plein de gens et d'apprendre à écrire aussi. Mais si tu apprends vraiment à écrire un peu de copywriting, c'est-à-dire à faire des bonnes accroches, à être incisif, à pas raconter ta life pendant 3 heures et à bien conclure, etc. Et que tu as une bonne méthode et que tu es régulier, c'est-à-dire que tu publies une fois par jour, 2 fois par jour, il y a un moment donné où tu vas finir par y arriver. Moi, il y a une métaphore que j'aime bien. Enfin, je l'ai testé parce que j'ai testé avec ça avec des amis. Là, j'ai ma petite sœur qui est en stage avec moi et du coup, pareil, elle a démarré sur LinkedIn il y a 2 semaines. Elle a déjà fait plus de 100 000 vues, tu vois. Et je me suis dit, bah voilà, pas de secret, tu vois. Euh, mais elle a une ligne éditoriale claire. Elle parle de Madagascar, tu vois. C'est lié à ses origines, donc à qui elle est. Donc c'est pas, tu vois, sorti du chapeau. C'est un vrai sujet. Elle a des choses à dire et tout ça. Et je dis pas que c'est facile, hein, parce que, enfin, pour moi maintenant, ça me paraît facile d'aider ma sœur, tu vois, à relire ses posts, par exemple. Donc c'est forcément, il y a un meilleur copywriting, mais ça fait 2 ans que je me suis entraîné à écrire, tu vois. Mais du coup, la métaphore, c'est, imagine, tu as une cible un peu au loin, on va dire la cible, c'est ton buzz, quoi, c'est ce que tu essaies d'avoir. Alors, c'est pas une bonne métrique, hein, le nombre de vues serait plutôt le nombre de clients que tu es capable d'avoir, mais imaginons que ton but soit d'avoir de la visibilité sur les réseaux sociaux. Tu imagines ça comme une cible qui est toute petite, qui est très loin, tu vois, et toi, tu es un sniper, comme ça, tu vises la cible, et à chaque fois que tu vas publier un contenu, tu vas tirer. La cible, elle bouge en plus, donc c'est pas facile. Et donc, tu as peu de chances de la toucher, quoi. Euh, Si tu publies une fois par semaine, bah, tu vas tirer une fois par semaine, quoi. Si tu publies une fois par jour, tu vas tirer une fois par jour. Donc, tu as 7 fois plus de chances de toucher la cible. Et en plus, tu t'améliores. C'est-à-dire, tu deviens de plus en plus précis parce que tu tires de plus en plus. Donc, tu t'entraînes de plus en plus. Donc, en fait, c'est pas 7 fois plus, c'est peut-être 14 fois plus, tu vois. C'est pour ça que la régularité, elle est hyper importante. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens surestiment ce qu'ils sont capables d'accomplir en un an et sous-estiment ce qu'ils sont capables d'accomplir en une décennie, tu vois. Si tu es prêt à créer du contenu pendant 2 ans tous les jours, il y a un moment donné où tu vas piger les contenus qui marchent, les contenus qui marchent pas, tu vois. Et même si tu fais de la merde pendant 6 mois, il y a un moment donné où tu vas piger le truc parce qu'à un moment donné, il y a un contenu qui va partir, tu vas l'analyser, tu vas dire ah bah ok, ça va te diriger, etc. Et moi, je commence tout juste à comprendre LinkedIn, tu vois. Et j'ai dû écrire ouais 350 posts, tu vois. Mais je commence à piger et maintenant, mes posts font systématiquement, tu vois, entre 30, 50, 100 000 vues, quoi. Et parfois, sky's the limit. Parfois, tu touches la cible et ça part et ça fait 2,5 millions, tu vois. Et là, tu prends un boost d'abonnés et tout ça, c'est cool. Mais si tu continues pas de délivrer, en fait, ça servira à rien. C'est pour ça que les contenus juste buzz pour faire buzz, enfin, c'est pas là où tu vas créer une communauté. Tu vas juste avoir de l'attention, tu vas avoir de l'audience. Mais une communauté, c'est ce qui reste quand toi, tu arrêtes de publier. Enfin, tu vois, c'est qu'est-ce qui se passe vraiment, qu'est-ce qui est vraiment investi. Et surtout, à la fin, si tu veux créer un business autour de ça, c'est qui achète, tu vois. C'est qui tes vrais fans, c'est qui les gens qui systématiquement, peu importe ce que tu vas sortir, vont acheter, peu importe ce que je fais, tu vois. Ça, c'est les gens pour qui tu crées du contenu, les gens pour qui, tu vois, enfin, pour qui c'est important d'être en relation, de leur parler régulièrement, etc., quoi. On revient sur le sujet qu'on a abordé au début sur la répétition du geste. Ouais, Euh, Peut-être sur ce sujet de l'écriture, parce que c'est un sujet du moment sur l'écriture copywriting, est-ce que tu as quelques ressources ou des... Parce que là, je vois bien l'image de la cible qui mm. vient, qui vient argumenter le côté répétition du geste, euh, persévérance, on va dire, sur le sujet. Sur l'écriture en elle-même, est-ce que tu as je sais pas, une recette à nous partager? Tapez dans Google The Day You Became a Better Writer. C'est un article qui est, je sais pas, hyper vieux. Il se lit en 2 minutes et c'est trop bien. Et en gros, ça va juste expliquer de faire des bonnes accroches, d'écrire à la voix active et d'être, enfin, tu vois. Mais il est trop bien. Moi, je le relis régulièrement cet article parce que c'est un peu mon garde-fou. Et je me dis, ok, en fait, en 2 minutes, il t'explique, enfin, il te fait gagner un temps fou juste en te disant, ok, comment je peux écrire plus avec moins de mots, est-ce que je peux être complètement direct, tu vois.
Le fait de pas écrire de phrases à la voix passive, par exemple, tu vois, parce que ton cerveau va mieux comprendre j'ai lancé la balle que la balle a été lancée, tu vois. Voilà. Après, s'entraîner, quoi. Écrire, y aller, et puis se dire, ok, est-ce que mon accroche elle est bien? Est-ce que je donne envie aux gens de cliquer sur voir plus? Est-ce que je donne envie aux gens de cliquer sur ma miniature? Est-ce que je donne envie aux gens de me lire? Est-ce que ma newsletter est cool? Est-ce que je kifferais lire ce que je suis en train d'écrire, tu vois? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent juste parce qu'ils veulent faire du biz, et avoir de la thune, mais en fait, si t'as pas, tu sais, dans les startups, on parle beaucoup de product market fit, c'est-à-dire est-ce que ton produit rencontre son marché? Dans le contenu et tout ça, on pourrait parler de founder product fit, tu vois. Est-ce que vraiment la personne incarne ce qu'elle raconte et est-ce qu'elle incarne ses écrits? Est-ce que tu vois, ça vient vraiment d'elle ou pas? Est-ce que c'est relié à son histoire? Est-ce que c'est authentique? Est-ce que tu écris avec le cœur? Moi, tous mes posts qui ont le plus marché, je sais pas s'il y avait un très bon copywriting, mais en tout cas, c'était écrit avec le cœur, tu vois. Je vois très bien. Merci Après, beaucoup c'est un pour la sujet qui est technique. hyper vaste. Hein. Enfin, on pourrait en parler. Putain, chaque sujet, là, c'est genre, tu prends le copywriting, on pourrait faire un épisode d'une heure dessus. Donc, on là, en fera un autre. On fera une édition 2 dans un an sur ce sujet pour parler des prochains défis. Là, on va peut-être conclure. Moi, ce qui m'intéressait peut-être en ouverture, est-ce que tu communiques les prochains défis? Tu nous en as donné 2-3 là sur lesquels tu étais en recherche. Tu étais en train de caler des partenariats. Comment ça se passe pour l'organisation des prochains? C'est toi qui décides? Tu fais appel à ta communauté? C'est quoi le C'est hyper varié. En fait, j'ai une liste de projets que j'ai envie de relever. Tu vois, je sais qu'un jour dans ma vie, j'ai envie de grimper l'Everest. Je sais qu'un jour dans ma vie, j'ai envie de faire ci ou de faire ça. Les abonnés me proposent généralement souvent des projets. Je les ajoute à mes listes d'idées. Maintenant, je veux surtout pas m'enfermer dans une bucket list. Pour moi, c'est juste un outil, tu vois. Je veux rester libre. Je veux pouvoir arriver dans un pays avec aucune idée de déjà à quoi ressemble le pays et de ce que je vais y faire, tu vois, et me laisser guider par les rencontres. Et tu vois, c'est comme ça que j'ai rencontré un bribri au Costa Rica et qui m'a amené survivre dans la jungle avec lui, quoi. Ou que par hasard je me retrouve dans un petit village de pêcheurs en Turquie et que il se trouve que dans ce village-là il y a les championnats du monde de freediving et que je finis à faire du freediving avec l'équipe française et l'équipe turque, tu vois. Enfin, un truc complètement lunaire, quoi. Donc il y a pas voilà, là je sais que cet été j'ai prévu ces 3 challenges là. Après j'ai envie d'aller de traîner un peu en Europe et puis quand il commencera à faire froid aller en Asie et on verra ce qu'on y fera, quoi, tu vois. Peut-être qu'on ira chez les moines Shaolin, peut-être qu'on ira faire du Muay Thai dans des fêtes foraines Thaï et que je vais me faire laver là-bas, mais c'est pas grave, ce sera marrant. Je sais pas, plein de trucs à faire, à explorer. Cool, bah on a hâte de voir ça. Je te remercie encore une fois infiniment, Ulysse. C'était passionnant. Et je pense que les gens qui nous ont écoutés jusqu'ici seront convaincus de ça. J'ai une dernière question à te poser, que je pose un peu à tous les invités. Si je devais recevoir quelqu'un que tu connais sur ces sujets du learning au sens large, qui tu me conseilles d'interviewer pour les prochains numéros? Ouais, je pense que tu peux interviewer Elliot Meunier. C'est mon chupito du scale. C'est avec lui que je l'ai amené avec moi dans le désert. Et il est incroyable. Il a 17 ans et il a quitté le lycée pour reprendre en main son éducation, justement. Et il a une entreprise qui cartonne, qui est incroyable. Et il passe la plupart de ses journées à lire, à créer des idées. Là, il vient de publier son 2e livre, justement, sur la gestion des connaissances. Donc, il a une formation sur la gestion des connaissances en ligne. C'est l'une des références en France sur le second cerveau. Et tout ça à un si jeune âge. C'est un très, très inspirant, hallucinant. Moi, j'adore échanger avec lui. Et il va faire halluciner un paquet de tes auditeurs. Voilà. Bon, bah écoute, je vais te demander une petite intro ensuite et puis on va essayer de l'avoir sur ce format. Merci encore une fois, Ulysse, c'était passionnant. On te laisse. Alors, je sais pas si c'est prendre un bus, un train, un avion, mais en tout cas, j'ai cru comprendre. Un bus, là, ouais. Là, je suis à Tamarat, un petit village de pêcheurs sur la côte marocaine. Et là, rendez-vous à Marrakech. Donc, on va voir à quelle sauce je vais me faire manger là-bas. Ça va être rigolo. Bah, écoute, bonne aventure. Merci encore. Et puis, je dis à tout le monde à très vite pour un prochain épisode. Salut. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'ici. Si vous souhaitez aller plus loin et commencer à développer une culture de l'apprentissage autour de vous, pensez à vous abonner gratuitement à notre sélection hebdomadaire
d'outils pratiques pour animer votre équipe. C'est disponible via le lien qui est en description de l'épisode. Si cet épisode vous a plu, parlez-en autour de vous. C'est la meilleure façon de le faire connaître. Vous pouvez aussi nous laisser un petit mot en commentaire. On lit tout et ça nous aide beaucoup à nous améliorer au fil des épisodes. Merci encore de votre soutien et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.